Bon, comme j'ai toujours dit, mon métier, c'est de prendre des vies pour nourrir des vies, pas pour gaspiller du poisson. J'ai aucune utilité de gaspiller du poisson. Mais ma itiro te ohi pa ke tata. Te vai de hotra ida. Et tat fedurida, te la katinoya. On a fait la fête pour l'air marine. Pour l'ensemble de notre île, on a tout fait. La pression est déjà suffisante. S'il vous plaît, ne mettez pas plus de pression supplémentaire parce qu'on est au bord de la rupture. Suite à l'UNOC, nous sommes souvent consultés par d'autres pays pour essayer de comprendre comment on a pu faire ce Tainui Atea et comment on a réussi à intégrer la population, parce que c'est le plus important. On m'a demandé encore cette année de réaliser un film documentaire sur la plus grande aire marine protégée au monde, Tainui Atea, et ses 4,8 millions de kilomètres carrés. Ce sanctuaire marin qui émerveille tous les spécialistes en environnement. Mais au-delà de ce gigantesque aquarium naturel où les espèces emblématiques sont sous haute protection, il y a le peuple polynésien, 274 000 habitants, qui puisent leur nourriture dans Tainui Atea. L'enquête que j'ai menée à travers ce documentaire d'1 heure traitera de ce sujet précis, du rôle de l'humain au cœur d'une aire marine protégée, les efforts qu'il déploie, sa façon de s'adapter, ses sacrifices. Rappelez-vous, l'an dernier, je vous ai présenté une infographie surprenante pour que vous puissiez vous rendre compte de l'immensité de cette terre marine, la propriété des Polynésiens et de la France. 4,8 millions de kilomètres carrés d'océan, cela équivaut à la superficie de l'Europe depuis le Portugal jusqu'en Norvège en passant par l'Italie, l'Allemagne, la Roumanie, l'Ukraine ou encore la Pologne. Tainui Atea, qui couvre quasiment la totalité de notre zone économique exclusive, porte bien son nom, car littéralement, il se traduit par l'océan qui s'étend à perte de vue. Ce sanctuaire marin, envié par toutes les grandes puissances au monde, je le souligne à nouveau, est en même temps notre garde à manger. Mais plus important encore, et on a tendance à l'oublier, Tainui Atea est le socle, le fondement de notre culture. Car on dit chez nous que le plus important des marins, les temples sacrés de l'ancien temps, était l'océan. Aito i te hia tura te tautini rapa te uporo nora ia oe. Te marae hairo a te i Porinetia. Te marae hairo a te ra. Tupu ara o te marae. Hararo tu te pai moana. Hararo tu te moana. E marae a te ra. Le film de ce soir sera très imagé et développera uniquement les grandes lignes de Tainui Atea. Car on m'a demandé un film qui parle aux Polynésiens, qu'ils se trouvent à Tahiti, la capitale, ou dans les îles les plus éloignées. Et ce défi, j'ai accepté de le relever tout simplement parce que c'est important, primordial même, pour l'avenir de nos enfants. Nous comprenons l'importance de cet héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Il faut le dire, Tainui Atea, créé officiellement en 2018, commence à peine à signifier quelque chose pour Monsieur Tout-le-Monde. Plus encore, le changement de certaines habitudes et la baisse des prises depuis quelques années ont entraîné une certaine tension entre pêcheurs côtiers et pêcheurs en thonier, donnant naissance à de véritables légendes urbaines. Là, il a fallu que j'enquête personnellement en embarquant sur des thoniers du Fénois, car certaines accusations étaient lourdes. Pour qu'on voit réellement la vie qui mène dessus, il faut monter. Je vais monter alors. Je suis fier de toi si tu montes. Ça va vous apporter quelque chose? Ouais, comment ils vivent dessus, comment ils pêchent, leur quota, combien d'hameçons. Vous l'aurez compris, ce deuxième film sur Tainui Atea, notre aire marine protégée,
se veut être l'écho des populations, celles qui vivent de Tenuyatea, mais que l'on ne voit jamais, que l'on n'entend jamais, car situées loin de la capitale Tahiti. Au fil des rencontres, au bout de 2 années de mission ici et là en Polynésie, je me suis rendu compte en fait que le concept de Tenuyatea, qui regroupe les idées de préservation, de protection, de respect de l'océan et de ses écosystèmes, ou encore qui insiste sur la connexion entre l'humain et l'océan, sont en réalité déjà ancrés au cœur des traditions et des croyances de la population. Et c'est également ce point important à mes yeux que je m'efforcerai de développer dans ce documentaire. L'océan t'écoute, l'océan te parle. Voilà en réalité comment le Polynésien conçoit la haute mer, le large. Et c'est là, dans l'univers de Tenuyatea, cet océan qui renferme plus que du poisson et de la faune marine pour les habitants des îles, cet univers entouré du mana un peu oublié de tous, que j'ai décidé de vous amener ce soir. Car pour la première fois de notre histoire, nos mythes, nos légendes, notre conception de l'océan sont sur le point d'inspirer et de changer le monde. Le concept du rahui, par exemple, qui est un concept ancestral chez nous, aujourd'hui, beaucoup de pays côtiers veulent mettre en place des rahui sur le modèle polynésien. Le modèle des AME, des aires marines éducatives, qui est né aux Marquises, eh bien aujourd'hui, il est répliqué partout dans la République française. Et il commence à s'exporter en Europe, dans tous les pays côtiers. Grâce à Tenuyatea, grâce à la Réunion protégée. Ça nous a donné une voix, ça nous a donné une place à la table des nations dans le domaine de la gouvernance des océans. Donc aujourd'hui, on a le droit à la parole, ce qui n'était pas le cas avant. La voix des océans. Selon Maititei l'Ancien de Maupiti, il peut s'apparenter à un cri, un appel, une brise ou même un coup de vent particulier. Des choses banales sur terre ou près des côtes, mais porteurs de sens lorsque l'on se retrouve à 5 au milieu de 4,8 millions de kilomètres carrés d'océan. Là où beaucoup d'entre nous perdraient tous leurs repères. Ce domaine, la haute mer, le Tenuyatea que l'on présente lors de réunions, c'est le lieu de vie et le lieu de labeur pour 500 marins, pêcheurs et capitaines polynésiens dispatchés sur 80 tonniers. Ces hommes qui ont choisi cette vie sur un bateau qui mesure entre 13 et 19 mètres passent jusqu'à 270 jours par an au large sur Tenuyatea. Normalement, ils ont dans l'année 240 jours de pêche autorisés, qui peut s'étendre jusqu'à 270 jours. Mais au-delà de ça, ils ne peuvent plus aller pêcher par rapport au statut. C'est pas un métier facile, il faut vraiment être costaud. Ah oui, il faut aimer, c'est un métier difficile. Tu ne vois pas ta famille pendant 2-3 semaines. Tu vois que tes copains pendant toute la durée de la campagne. Et le travail, il est assez dur. Comme tu le dis, très peu de temps de sommeil. C'est un métier qu'il faut aimer. Ce n'est pas donné à tout le monde et surtout, il faut avoir le pied marin. Il faut l'essayer pour le vivre. Cette année, pour notre film, c'est l'équipage du Meriana 7 qui a bien voulu représenter cette communauté peu connue de marins-pêcheurs. Ils m'ont ouvert les portes de leur univers lors d'une de leurs campagnes, et cela pour que je puisse répondre aux multiples interrogations des pêcheurs côtiers. L'immersion commence. Alors, parle-moi de cette journée d'aujourd'hui. Comment ça a commencé? Comme d'habitude, 5h30, café. Après à 6h, on commence le calage.
Ça, c'est un équipage que tu connais bien, ils sont rodés. Hein. Depuis 2023, ça va nous. Là, aujourd'hui, on a fait notre lâcher, c'est fini. Oui, c'est fini. Dans 3 heures, on reprend. Les images que je vous rapporte ce soir, ces images filmées sur le Meriana 7, tonnier nouvelle génération de 19 mètres, ont une grande importance dans la présentation de Tainui Atea. Car elles vont vous révéler la volonté d'un pays de faire des choix dans le domaine de la préservation des ressources et de maintenir le cap sur plusieurs décennies tout en faisant des sacrifices. À l'heure où je vous parle, sachez que nos tonniers pratiquent une pêche durable unique au monde au sein de la plus grande aire marine protégée. Nous ne pêchons qu'à la palangre horizontale, ce qu'on appelle chez nous le long line, qui est une pêche sélective qui nous permet d'éviter les captures accidentelles trop nombreuses d'espèces protégées comme les requins, les dauphins, les raies, les tortues. Le long line, un des choix du pays, une technique de pêche qui utilise une ligne de plusieurs kilomètres de long où sont disposés des hameçons. Alors que dans le monde, on pêche majoritairement avec d'énormes filets à bord des seineurs qui détruisent tout sur leur passage. Je m'appelle Tereitahi Ave. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 23 ans et je suis marin pêcheur. À quelle heure vous avez commencé? Qu'est-ce qui se passe derrière toi? On a commencé à notre calage à 6h pile. Et ben là, on est en train de jeter les hameçons à la mer. Derrière moi, il y a Terry, c'est un marin pêcheur. Il a commencé à 3 ans à peu près. Là, il est en train de jeter les hameçons à la mer. Et juste à côté, on a notre collègue Hirama. Là, actuellement, il est en train de lui passer les hameçons pour faciliter le travail. Non, c'est notre collègue Manu. Il gère tout ce qui est appât, s'il y a des hameçons à changer. Autre détail important, je pense que vous l'avez tous remarqué, l'équipage du Meriana 7 compte uniquement des enfants du pays. Et c'est ainsi sur tous les tonniers de Polynésie Matandi. Souvent, un équipage représente un archipel, les Australes surtout, et les Marquises. Quand je vous ai regardé là en bas, surtout lors du Tam 1, c'est comme une famille sur la mer. Bah oui, c'est mes enfants ça. Et mes enfants, on s'entend bien. Savoir que c'est moi le papa, hein, c'est moi le capitaine. Et tous, je les pousse. Aller le plus loin possible qu'ils peuvent. Faut pas rester seulement marrer. Hein. Un jour, il faut avancer. Il y en a qui commencent à vraiment être dans le métier là. Oui, on est passé par là. On a commencé à marrer. On est devenu capitaine. Après, on passe la relève aux jeunes. Pendant 7 jours, j'ai cohabité avec ces marins dans les entrailles du Meriana 7. Et c'est en discutant avec eux que j'ai réalisé qu'ils avaient tous des objectifs et des rêves dans la vie. Sinon, par rapport à capitaine là, avec, comment tu le trouves? Il est bien, il est bien. Franchement, je suis bien tombé aussi. Il m'a appris beaucoup de choses au pays. Par exemple? Déjà le respect entre les marins. Il est très au pays carré sur le respect. Bon, ça c'est une bonne chose, je trouve. Et sa technique de pêche aussi. Il donne quand même sans savoir? Oui, il partage. Bon, je pas avec tout le monde. Bon, j'ai la chance, voilà, j'ai la chance et il partage avec moi. Est-ce qu'il te pousse à aller capitaine? Ben oui. C'est lui qui te pousse? Oui, il me pousse, il m'encourage fortement. Alors, oui, je suis bien tombé. Je m'appelle Taputu Teriori. Je viens de Rurutu, du village de Auti. Et comment ça se fait que le tonnier t'a attiré? Comme j'ai aussi un gros frère qui travaille là, quand je le voyais revenir de la pêche, il est riche, moi je veux aussi. Après, c'est pour aider aussi la famille. Famille de Rurutu ou famille les deux. Mais je me dois d'être franc et sincère avec vous. Il y a un an de cela, j'ai cherché par tous les moyens à avoir l'interview d'un armateur et de pouvoir monter sur un tonnier afin de finaliser mon premier film sur Tainui Atea. Mais ma demande n'a pas obtenu de suite. J'ai compris depuis peu que la raison de ce silence à l'époque était l'urgence. Les choses étaient en train d'évoluer à vitesse grand V. Les discussions pour la mise en place de zones de protection étaient en cours à ce moment-là entre le pays, les représentants des différentes filières, ainsi que la population elle-même à travers les mers.
Pour la première fois de l'histoire des thoniers de Polynésie, leur zone de pêche allait être restreinte. Est-ce que vous avez entendu parler de ma demande? Non, pas spécialement. Nous, on était concentrés effectivement à peaufiner les discussions qu'il y a eu avec le pays, et avec les différentes parties prenantes, parce qu'il y avait quand même la CODIM et d'autres parties prenantes. Donc on était plutôt concentrés à discuter directement avec eux. Chacun a des intérêts différents. Maintenant, c'était de trouver des arguments les uns les autres et de défendre ses positions, tout en restant le plus logique et le plus cohérent possible. Pourquoi avoir accepté? Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas accepté. Pourquoi accepter? C'est pour montrer à notre population le travail qui est fait. Montrer que c'est vraiment un travail assez dur. Et pour essayer de promouvoir, parce qu'on manque de communication sur ce secteur-là de la pêche. Hans a accepté ma demande après que je lui ai révélé les témoignages des pêcheurs côtiers que j'avais filmés depuis l'an dernier. Ceux-là même que les agents du pays et les différents intervenants du dossier Teinuiatea ont eu en face d'eux lors de présentations ou encore de réunions de travail aux quatre coins de la Polynésie. Je lui ai fait part de la volonté de ces derniers de connaître les pratiques de pêche et le quotidien des marins pêcheurs. Hans a été surpris de voir qu'il reprochait énormément de choses aux pêcheurs thoniers. C'est pour cette raison qu'il m'a laissé embarquer il y a 3 semaines. Tahu pauro tera ere yang lainnya itu jimici. Tera ya mau aye kera nuri te hopuma tepap hayana tua. Wara haro rao tera pecara tu mu hipero ere yarina era tu tai. Moi, je suis monté une fois sur un thonier. Combien de temps? Pas longtemps, juste 2 jours. C'était juste pour aller à Tetiaroa c'était pour comme ça. Mais bon, je suis pas resté longtemps. Mais je pense que ça doit être dur quand même d'être pêcheur sur un thonier. Est-ce que tu as compté le nombre d'hameçons? Non, j'ai même pas. Est-ce que tu as une idée? J'ai même pas d'idée. Combien de poissons il remonte par lâcher? Je sais pas, peut-être 1000. Non, 200 peut-être. 200, je sais même pas. Faut aller? Oui, faut aller voir ça, faut filmer ça pour que les gens, les pêcheurs, les petits pêcheurs, ils voient combien de tonnes de poissons que le thonier prend. Donc pour toi, 2000 hameçons, 2000 poissons. C'est 2000 pour 1000 poissons. 1000 poissons, c'est ça que tu as vu, t'as entendu? Ah non, c'est ma pensée ça. Avant de poursuivre notre immersion dans l'univers peu connu des marins-pêcheurs polynésiens sur leur thonier au milieu du grand océan, un petit flashback s'impose, une façon pour moi de vous rappeler le contexte de Teinuiatea et surtout les événements marquants de ces derniers mois. Pour bien comprendre les choses, pour savoir ce que représente Teinuiatea qui s'étend en réalité sur toute la zone économique exclusive, il faut remonter en juin 2025 à ce rassemblement des Nations Unies, l'UNOC, qui s'est déroulé en métropole à Nice. Un rendez-vous au sommet que je n'ai voulu manquer sous aucun prétexte, car je savais que ce moment allait marquer l'histoire de notre Fénois à jamais. C'est à l'occasion de l'UNOC que le président du pays a annoncé l'officialisation de l'aire marine protégée Teinuiatea qui aujourd'hui interpelle de plus en plus la population polynésienne. Il nous fallait aller plus loin pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance internationale et aussi de possibilités de financement des actions à la fois de conservation, de développement durable. Et ça a été le cas puisque ça s'est concrétisé rapidement par 15 millions de dollars, plus d'1,5 milliard qui ont été apportés par des associations non gouvernementales qui sont venues nous aider dans la mise en place de ces aires marines protégées. Moi j'ai fait un film l'année dernière qui s'appelait L'aire marine gérée. Aujourd'hui on parle d'aire marine protégée. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qui a permis la reconnaissance internationale, c'est que l'aire marine gérée qui avait été créée, qui était déjà un bel effort, ne comportait aucune règle en 2018. Rien n'était interdit et rien n'était obligatoire. C'était un début. On a lancé des intentions,
mais ça ne s'est pas traduit juridiquement justement. On est venu redéfinir les objectifs avec des objectifs qui existaient en 2018 qui ont été supprimés, comme par exemple l'exploitation des fonds sous-marins. Ça, c'est quelque chose qui n'était plus désiré, comme tu le sais, par le président de la Polynésie française. Et on est venu définir des règles. On a venu dire ça, c'est interdit, ça, c'est autorisé, mais de telle façon. La gouvernance, il n'y avait pas de gouvernance qui était instaurée, hein. C'était le Conseil des ministres qui décidait. Là, aujourd'hui, on a une gouvernance à 3 niveaux, avec les comités locaux, avec le comité technique, le conseil de gestion, etc. Donc, on est venu organiser, et tout ça, ces différentes règles qu'on est venu instaurer, a permis d'avoir une reconnaissance internationale, notamment par un organisme qui s'appelle l'IUCN, et qui est l'organisme de référence de reconnaissance des aires marines et terrestres protégées. Tainui-Atea, cette zone marine gigantesque, avec ses 4,8 millions de kilomètres carrés. Inutile de vous dire que la présentation de ce sanctuaire marin des Polynésiens a provoqué une onde de choc sur la scène internationale. Ce que je sais, c'est que l'annonce qui a été faite par notre président du pays retentit véritablement au plus haut niveau. Il est félicité, nous sommes félicités pour la mise en place de notre plus grande aire marine protégée de catégorie 6 avec une reconnaissance internationale. Autour des marquises. Juridiquement, tu as la grande aire marine protégée qui s'appelle Tainui-Atea, qui comprend toute la ZEE, sauf les parties qui ont été définies autrement. Par exemple, on a créé le parc territorial des Gambiers, ça c'est une autre AMP. On a la réserve de la société, là c'est une autre aire marine protégée. Et Tainui-Atea, en fait, c'est un réseau d'aires marines protégées. Et après on a Fakarava, on a les Marquises, on a les Australes. Mais au Whenua, soyons honnêtes, en dehors des écologistes, des communes mieux informées, des membres d'associations de défense de l'environnement et des spécialistes du secteur, la perception est bien différente. Dans les rues, les quartiers, dans les îles hors de la capitale Tahiti, peu de personnes en parlent, peu de personnes n'avaient voulu me donner leur ressenti sur ce sujet. Plus même, une partie de la population a commencé à se poser des questions, en particulier les familles polynésiennes qui vivent de la pêche. En cause, la crainte d'une perte de liberté liée à la mise en place de zonages de protection stricts ou encore la réduction potentielle des zones de pêche pour certains professionnels. Tu es obligé de changer ta façon de pêcher, tu es obligé de changer tes habitudes de pêche. On verra ce qu'il en viendra dans le futur. Il faut tout de même rappeler que ce bras de fer qui oppose depuis un certain temps les pêcheurs côtiers et les pêcheurs hauturiers en Polynésie a été révélé au grand public au moment de l'émergence de Tainui-Atea. Depuis les gros titres de la presse en 2025 relatant le désaccord des pêcheurs hauturiers concernant certaines propositions de zonage. Et plus encore, suite à la multiplication des rencontres avec la population, cette relation houleuse a été davantage mise en lumière. Un reproche est d'ailleurs ressorti de l'ensemble des discussions avec la population. Pratiquement tous les pêcheurs côtiers aux 4 coins de la Polynésie reprochent aux 80 thoniers du Whenua d'exercer une pression trop forte sur les espèces de thonidés présentes dans les profondeurs de Tainui-Atea. Et cette tension contenue lors des réunions officielles ou durant les interviews sont bien réelles sur le terrain. T'as entendu qu'on coupait les lignes, que les pêcheurs côtiers coupaient certaines lignes? Ah oui, ça c'était avant ça, hein? Et peut-être pas maintenant aussi. Mais il ne faut pas aussi exagérer, hein? Les thoniers, pas aussi aller trop près de lui. Je pense que beaucoup découvrent ce soir la réalité de la relation entre les pêcheurs côtiers et marins-pêcheurs sur Tainui-Atea. Avant Tainui-Atea, il n'y avait pas vraiment de zonage, de limite, juste un accord de principe entre les pêcheurs côtiers et les marins-pêcheurs, accord que l'on appelait de Gentleman Agreement, mais qui apparemment dans la réalité ne fonctionnait pas vraiment comme tout le monde l'aurait voulu. Et c'est entre autres pour cette raison que j'ai voulu intégrer le monde des armateurs et au final embarquer sur un thonier. Je voulais des réponses. Il y avait quand même quelque part un accord de Gentleman Agreement qui légiférait un peu la pêche côtière et la pêche hauturière, où on se respectait un peu et donc du coup l'idée c'était de ne pas essayer de pêcher en deçà de ces 12 nautiques. Hein. Et puis de toute façon, pêcher en deçà de 12 nautiques c'est quand même dangereux.
par rapport à la dérive des lignes et du courant, donc on risque tout notre matériel. Et donc il n'est pas dans notre intérêt d'aller si près des côtes non plus. Donc c'est pas quelque chose qui était fait de façon significative, de pêcher en deçà des 12 nautiques. Voilà. Donc non, il n'y avait pas une réglementation définie, mais il y avait quand même des mœurs qui étaient appliquées. Voilà. Qu'est-ce que tu dis alors à ces petits Ohopu, petits Marara qui jettent un peu la pierre sur les thoniers? Ah, je sais pas, je les en veux pas, hein. Moi je respecte, hein. Tu suis? Oui, je suis parce que je vais pas me pêcher à côté des îles. Bah, j'ai peur d'eux. Tu vois, ils vont venir couper. C'est ça, j'ai peur. C'est pas 100 francs qui est derrière. C'est des briques. Hein. Donc toi, depuis toujours, tu évites d'être... Ah, j'évite d'aller à côté les îles. Hein. Eh, c'est pas 100 francs, c'est ça, c'est moi je me mets dans la tête. Hein. C'est pas 100 francs et... si tu tombes en panne, et à l'île à côté, c'est dangereux. Hein. Mais t'éloignes. Avant d'entrer plus en détail dans les techniques de pêche, afin de donner des réponses aux pêcheurs côtiers pour qui je suis monté sur ce thonier, avant d'insister sur le nombre d'hameçons, le nombre de prises par lâcher ou encore le nombre de lâchers en 3 semaines de campagne de pêche, laissez-moi vous parler d'un détail qui m'a frappé sur le Meriana 7 du capitaine Avet. Sur une étagère, juste à côté de la barre du navire, plusieurs livres de prières et des icônes sont exposés à la vue de tous. Capitaine Avet me confie que sur tous les thoniers de Polynésie, la foi occupe une place importante. J'ai vu quand même là, sur une des étagères des Bibles, des paroles d'évangile, tout ça, t'es croyant? Oui. Normalement, chacun a sa Bible à côté de lui. Hein. Les marins, les capitaines? Et les jeunes aussi. Ils ont leur Bible dans leur vie. Mais toi, avec les capitaines, vous parlez souvent? Oui. Le soir, on BLU, la radio. Vous parlez des... On parle du Seigneur, de Jésus. Les capitaines? Voilà. Comme on est croyants, hein. Et c'est à partir de cette remarque, de ce détail que j'avais relevé, que le capitaine Avet a commencé à m'intégrer dans son groupe et à se livrer à cœur ouvert. Il avait compris que je n'étais pas le genre de journaliste à la recherche de scoops ou de gros titres, mais plutôt un enfant polynésien à qui l'on avait confié la mission de trouver des réponses afin d'effacer les préjugés. Désolé d'être dans vos pattes là, c'est pas grave. C'est pas grave, pour la bonne cause. Mais il faut s'entendre. Ça sert à rien de chamailler. Au contraire, il faut s'entraider. Il faut s'entraider, hein. Et on est beaucoup aidé. Faut pas oublier ça. On est beaucoup aidé par le pays. Voilà. C'est à ce moment précis que quelque chose d'essentiel s'est produit. Les barrières entre eux, marins-pêcheurs, et moi, journalistes, se sont peu à peu effondrées. Cela s'est passé 5 jours après notre départ de Tahiti. 5 longues journées et autant de soirées interminables durant lesquelles j'ai partagé leur quotidien, échangé avec eux, mangé à leur table. Une immersion dans les entrailles du Meriana 7 où j'ai découvert leur mode de vie tout en mesurant l'ampleur de leur courage. Teinuiatea. Quel dossier complexe tout de même, car il englobe en fait tous les thèmes qui tournent autour de la protection de l'environnement, la protection des espèces emblématiques ou encore la lutte contre la pollution. Et l'exemple de Capitaine Avet et de son équipage du Meriana 7 met en avant ce que l'on a oublié avec le temps, les hommes, les familles, les Polynésiens qui ont choisi cette vie isolée dans des embarcations en métal, les thoniers. En fait, on présente en premier Teinuiatea comme un sanctuaire marin, la forteresse qui protège les espèces emblématiques du Fénoua, les requins, les tortues, les raies, les baleines. Mais elle est bien plus que cela en vrai. Teinuiatea, c'est avant tout le garde-à-manger ancestral, je dirais, des Polynésiens.
Et c'est là, je crois, qu'un grand nombre de la population sera surpris en prenant connaissance de ce que j'ai découvert et changera peut-être d'avis sur les thoniers qui, pour beaucoup, tiennent le mauvais rôle. On leur reproche de vider Tainui-Atea, notre aire marine protégée, des espèces de thon. On leur reproche également de voir d'un mauvais œil la mise en place progressive des différentes zones protégées à l'intérieur de Tainui-Atea. La vérité va vous surprendre. On a compris quand même le message de la préservation de la ressource. On est les premiers à vouloir préserver la ressource. Clairement, on ne va pas scier l'arbre sur lequel on est assis. Une chose est certaine, l'objectif ultime de Tainui-Atea est de préserver les ressources pour les futures générations polynésiennes. Ce point-là, tout le monde l'a compris. Et suite aux nombreux témoignages que j'ai enregistrés, caméra à l'épaule, 100% des pêcheurs côtiers et hauturiers sont d'accord, sont prêts à faire des concessions. Sans vouloir trop m'avancer, je pense que cette friction entre les armateurs et le pays qui finalise et décide des limites définitives des zonages de protection trouvera forcément une issue. Ce n'est qu'une question de temps. Alors ça a été fait tout de même de manière scientifique puisque tu le sais et ça fait partie du schéma de pêche durable. Tous les bateaux de pêche déclarent leur prise et ces prises sont géolocalisées. Donc on sait exactement qui a pêché, combien, de quelle espèce, à quel endroit. Et donc c'est en se basant sur ces prises qu'on a déterminé les zones de protection pour que ça impacte le moins possible. Donc on a vu que sur l'ensemble des zones qui sont protégées, c'est un peu moins de 3% des prises qui ont été faites sur les 10 dernières années. Donc c'est 3% des prises qui sont concernées potentiellement. Nous on ne conteste pas ce qui a été fait aujourd'hui. C'est acté et on l'accepte. Ce qui nous dérange, c'est la suite. On n'a pas encore évalué. On n'a pas encore évalué l'impact. On demande juste du temps. Ce qu'il nous dit, c'est que peut-être dans le futur, il faudra réviser ces zones. Et là, rien n'est figé dans le marbre, effectivement. Si demain, du fait du changement climatique, on nous annonce par exemple cette année un super El Niño qui est de nature à un peu faire bouger les choses, eh bien on analysera et on peut, le cas échéant, faire bouger un peu les lignes. Alors, c'est pas figé complètement, ça n'a pas vocation à évoluer tous les mois, mais ça, on peut se donner des rendez-vous. Le pays sera toujours derrière. Le pays veille toujours à essayer de préserver l'équilibre. Nous, on veut absolument que nos pêcheurs hauturiers continuent de pouvoir vivre de leur pêche. On veut que les Polynésiens continuent à manger du bon poisson pêché par des Polynésiens en Polynésie. Ce que je voulais faire en vous révélant les témoignages de tous les décideurs, c'est de vous montrer qu'en réalité, tout le monde, sans exception en Polynésie, notre terre natale, notre terre ancestrale, l'héritage de nos ancêtres, tout le monde accepte Tainui-Atea. Le dernier point de notre enquête concerne la réputation des thoniers au sein de notre population. J'ai voulu comprendre pourquoi, au fond, le Polynésien critique autant les thoniers ici à Tahiti. Pourquoi dans les réunions publiques auxquelles j'ai assisté ici et là en Polynésie, aucun habitant n'a défendu les marins pêcheurs. Au contraire, cela semble être par méconnaissance. Comment tu expliques ça? Je ne sais pas, il faut trouver, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas un métier connu quand même. C'est pas souvent qu'on veut monter sur un thonier. C'est difficile comme métier. Voici donc dans la dernière partie de notre film documentaire sur Tainui-Atea la réalité des pratiques de pêche durable à bord d'un thonier. Après presque 7 jours d'enquête sur le Meriana 7 et plusieurs lâchers de palangres, je peux désormais répondre à toutes les questions que l'on m'a posées lors des rencontres avec la population et peut-être aussi celles que vous vous posez. Tout d'abord, quelle longueur mesure cette palangre, cette ligne qui porte les hameçons sur les thoniers? Elle peut atteindre plus de 50 km et compter en moyenne 2000 hameçons. Énorme, me direz-vous. Mais qu'en est-il réellement des prises? 2000 hameçons, donc 2000 poissons? Écoutez la réponse des professionnels du secteur.
Il y a plus de 2000 hameçons, mais au niveau des prises, combien à peu près en moyenne? Ben, on va dire une cinquantaine, hein, si on a de la chance. Hein. Et si on tape un peu plus haut, bon, c'est en mieux. Hein, voilà. Donc c'est pas 2000 prises? Non, jamais. Ben, depuis que j'ai commencé, j'ai jamais vu ça. Concernant maintenant l'accusation de gaspillage des prises, l'idée que certains tonniers rejetteraient les petits thons à la mer pour les remplacer par de plus gros en fin de campagne. Voici la réaction des professionnels. Non, c'est fou ça. Ouais, pas chez nous, hein. Ouais, pas chez nous. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Mais encore, non. Jusqu'à aujourd'hui, non. On ne fait pas ça, hein. Voilà. Encore les vivants, hein. Peut-être les petits vivants. Voilà, les petits vivants. Si la calé full déjà, hein. Voilà. Si la calé full, on relâche, hein. Les vivants, mais les morts, on garde, hein. On garde. Donc vous êtes vraiment pour la préservation? C'est ça. On vaut mieux préserver hein, aujourd'hui, hein. Faut pas attendre demain, hein. C'est ça. On peut penser à la génération future aussi, hein. Ouais, je n'ai pas envie de rentrer dans la polémique, mais non, le petit thon, il a une valeur marchande et c'est très demandé. Surtout que, effectivement, en comparaison avec les gros thons qui sont généralement beaucoup plus chers, on trouve des sorties plus faciles sur les petits thons. Donc, alors là, je pense que non, on a vraiment besoin d'avoir ça sur les bateaux et pour avoir une facilité, un gain supplémentaire. Est-ce que cette légende urbaine-là, tu l'as déjà entendue Alors, j'ai entendu, mais extérieur, pas sur les gars qui sont embarqués sur les tonniers. Et justement, c'est tellement difficile que tu ne peux pas dire à un matelot d'aller jeter un poisson là. C'est son travail, c'est son labeur. Il le capture, il le rentre, il le range. Ça met du temps, non. Pour moi, c'est aberrant, quoi. C'est une histoire pareille, quoi. Mais bon, il y a eu cette légende. Ben, en tout cas, il faudra maintenant faire de la communication pour que, dans l'imaginaire collectif, que non, ça n'existe pas. On garde les poissons à bord. Voilà. Aita. Te tua ina haro e amaua ia. Tana e ia me tera, ha? Te ue wharo rori? Aita. A te re o haro e te ria paru. Te ue riri o ia? O ia, te putu o e te hau me. Te ura prau hape hoi te reira tau wharo. Ai, papu o. E o i te ane tau brau. Riri o? Tera e pe mimo. Te ratu man oi mitra, tera mea te ratu ite. Mana o tāta no pai atara. E te pai a wharo mai. E te pai e te mana oi. Tua tira i tamatura vera oi. Je pense que mon enquête au cœur de ceux qui travaillent 270 jours par an sur Te Nui Atea touche à sa fin avec tous ces témoignages. Et pour clôturer le débat, sachez que mes recherches m'ont conduit à penser que le reproche souvent adressé aux tonniers de vider nos océans n'a pas non plus lieu d'être. Car voici ce que j'ai découvert suite à mes investigations. 80% des thons pêchés dans Te Nui Atea n'ont pas, au filet comme partout ailleurs dans le monde, mais à l'hameçon, sont consommés par le peuple polynésien, grand amateur de poissons crus au lait de coco, sashimi, carpaccio ou encore poké. Les chiffres le prouvent. 80% des tonnes de poissons pêchés par nos tonniers finissent dans les snacks, roulottes, restaurants ou encore dans les cantines de nos enfants. Il faut rappeler effectivement que 80% de ce qui est pêché par la pêche hauturière reste et est consommé sur place. Donc on participe à la sécurité alimentaire du pays et on est fiers de ça. Et on veut continuer à faire ça. Et si en réalité, ce rejet des tonniers n'était que le fruit de l'imaginaire ou le résultat de pratiques d'un autre temps? Si une véritable prise de conscience, un radical changement des mentalités pouvait se concrétiser ce soir à travers cette enquête, alors l'union entre pêcheurs côtiers et pêcheurs hauturiers deviendrait tout à fait envisageable et surtout bénéfique pour l'avenir de nos enfants. Nos pêcheurs hauturiers sont des gens pour qui j'ai le plus grand respect parce qu'ils nous permettent aujourd'hui d'avoir une autonomie alimentaire sur le poisson. 100% du poisson du large que nous mangeons
Chez nous, c'est du poisson qui est pêché par des Polynésiens de notre ZEE. Donc ça, c'est admirable et de manière durable en plus. En réalité, c'est bien ce que préconise Tainui-Atea, la plus grande aire marine protégée au monde. La cohabitation de tout un peuple en tenant compte des différences et des attentes de chaque communauté. Sachez qu'au terme de mon enquête au cœur du concept de Tainui-Atea, j'ai compris une chose très importante qu'il faut absolument que je partage avec vous. Tous les efforts demandés au secteur hauturier ainsi qu'aux pêcheurs côtiers et à la population ont une raison bien précise. Servir d'exemple au-delà de nos frontières. En effet, j'ai découvert que l'une des finalités de Tainui-Atea est de proposer notre manière de préserver nos ressources aux pays situés à l'extérieur de notre aire marine, afin de faire évoluer la manière de traiter nos océans et de leur accorder le respect qu'ils méritent. Beaucoup diront que c'est une perte de temps ou que c'est peine perdue. Le pays, lui, croit et possède sa propre stratégie qui est entrée dans sa phase d'exécution depuis la conférence des Nations Unies sur l'océan, ce rendez-vous au sommet où l'officialisation de Tainui-Atea, en tant que plus grande aire marine protégée au monde, nous a donné le droit à la parole, à la table des négociations. Nous sommes quasiment le seul pays dans le Pacifique Sud qui n'octroie pas de permis de pêche étranger. Il n'y a que des pêcheurs polynésiens qui pêchent dans la ZEE polynésienne et nous avons un modèle de pêche durable avec un certificat à la clé qui nous permet d'exporter avec une valeur ajoutée, donc le thon qui est pêché chez nous, puisque nous ne pêchons qu'à la palangre horizontale, le long line. Tout ça fait que ce modèle de pêche, il est cité en exemple par beaucoup de pays et nous, on essaye partout où on va. Tous les ans je me déplace au Forum des îles du Pacifique et j'essaie d'expliquer, de faire comprendre à nos voisins du Pacifique que finalement la chaîne de valeur, qui est celle du modèle de pêche polynésien, est plus intéressante que d'octroyer des licences de pêche. Moi je pense qu'on peut clairement inspirer, et d'ailleurs les premières discussions qu'on a avec nos voisins sont plutôt positives. On a souvent cette idée des États-Unis du Pacifique. Je pense que clairement on pourrait commencer avec les îles Cook, ça serait la première étape. Et ça c'est pas une utopie, c'est ambitieux. Mais ce qu'on peut leur dire, c'est regardez, ça fonctionne. Si ça fonctionne, vous pouvez le répliquer chez vous. On peut tout à fait imaginer que demain, on leur dise, nous, si vous voulez, on peut former vos pêcheurs chez nous, on peut vous fournir des bateaux, il n'y a pas de souci. On pourrait dire, écoutez, faisons un truc en commun. Ne soyons plus concurrents. Et Kiribati, c'est un peu différent, mais c'est la même chose. Vu les échelles, on ne parle pas d'un pays de 400 millions d'habitants, on parle de pays qui sont au même niveau que nos archipels. Donc ce qu'on peut faire chez nous, on peut le faire chez eux. Et si on leur permet de voir que ce qu'on fait, ça fonctionne, ça peut être des sources d'inspiration. Oui. Ah oui, j'ai grandement espoir. Il faut toujours garder cette ambition de changer les choses pour le mieux. D'accord, merci Stéphane. Qui s'abstient? Donc la proposition du plan de gestion et la réglementation de l'aire marine protégée des Gambiers est adoptée à l'unanimité. Merci à vous. Bravo. La machine Tainui-Atea est lancée. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et plus important encore, la population commence à se l'approprier. Nous sommes dans l'archipel des Gambiers, situé à 1400 km de Tahiti. Le 16 février 2026, toute la population a célébré la création officielle de la zone de protection stricte des Gambiers, une aire marine protégée intégrée à la grande aire marine Tainui-Atea. On a fait la fête pour l'aire marine. Pour l'ensemble de notre île, on a tout fait. Aussi bien que pour les tout petits enfants, les plus jeunes, les plus vieux, nos personnes âgées. Le rassemblement a été spectaculaire dimanche dernier avec le Akaviri Kainga. On n'a jamais fait ça. Donc vous voulez montrer à travers ce Akaviri, puisqu'il y a toutes les télés, il y a des drones partout, montrer que vous existez, que vous êtes là, que vous vivez, que vous avez une culture, que vous avez une langue, c'est tout ça. Vous avez une danse, c'est ça que vous voulez montrer. C'est ça qu'on est là, on existe et on est capable d'y arriver.
Dans la foulée, la zone de protection stricte des îles de la Société Ouest, au large de l'île de Maupiti, a également été étudiée et se trouve actuellement en cours de finalisation. Nous comprenons l'importance de cet héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Il nous appartient aujourd'hui d'en être les gardiens afin de laisser ce bel héritage à nos descendants. Tout cela pour vous dire que les choses se mettent en place petit à petit. Tous les entretiens, les interviews et les témoignages que j'ai pu filmer au cours de mon enquête de plus de 6 mois révèlent une même réalité, peut-être la plus importante de toutes, l'amour profond du Polynésien pour son Whenua. Et en réalité, prendre conscience de cela est véritablement porteur d'espoir. Lors de mon dernier entretien avec le capitaine Ave, juste avant de débarquer à Rongiroa ou Tuamotu, celui-ci m'a confié son histoire, son vécu et m'a parlé de son combat personnel. Un parcours qui explique la bienveillance et l'espoir qui transparaissent dans chacune de ses paroles. Ave sait aujourd'hui qu'il se trouve dans une étape importante de son existence, la période de transmission et de passage de relais aux générations suivantes. La vie, à sa manière, le lui a rappelé. Tu reviens de loin. Une longue maladie, hein? C'est pas encore fini. Mais là, on a fait une petite pause. Et après, on verra. S'il faut recommencer, on recommencera encore. Tu as eu quand même l'autorisation de ton docteur pour reprendre la main? Oui, oui. Là, tu retournes, tu as des examens à faire. Voilà, tous les 3 mois, scanner. Tu tiens le coup. Voilà. Après, on verra si on reprend la chimio ou je continue encore à travailler. Mitiana Ave reprend à peine les campagnes de pêche après une année entière de lutte contre le cancer. Mais ce qui surprend le plus, c'est la raison de son retour. Terminer la formation de ses marins, ses enfants, comme il aime les appeler. En gros, tu es un peu revenu pour les enfants femmes qui sont derrière. Oui, je suis revenu pour eux, mon fiston, et pour moi aussi. Moi aussi, j'aime ce métier. J'étais fou. Même si j'étais dans ma maladie, j'étais tout le temps sur mon vélo à regarder où sont les copains, c'est quoi les stories des pêcheurs. Ça me fait du bien. La mer, le large et le métier. Je suis content et tout ça, merci Seigneur. Merci capitaine Poutou. Tu vas pas te reposer? Si. Si je me réveille pas, tu me réveilles. Merci capitaine. Cet exemple, ce partage de capitaine Ave nous rappelle que nous ne sommes que de passage dans ce monde, que Teinuiatea a été là pour subvenir à nos besoins et qu'après nous, elle doit continuer d'assurer son rôle pour les générations futures. Mon film s'arrête ici et je terminerai simplement en vous disant qu'au final, j'ai compris que le véritable combat se trouve aux frontières de Teinuiatea, aux limites de notre ZEE. Car retenez bien ce dernier chiffre que j'ai découvert à la fin de mon enquête et qui m'a véritablement glacé le sang. Un seul navire que l'on appelle senneur, ces bateaux-usines utilisant d'immenses filets et opérant aux frontières de Teinuiatea, pêche à lui seul l'équivalent de la totalité des prises réalisées par nos 80 tonniers polynésiens en une année entière. Et le plus alarmant, c'est qu'il en existe entre 100 et 250 tout autour de notre aire marine protégée Teinuiatea.
C'est effectivement inquiétant, c'est très préoccupant puisque sur une saison de pêche, un seineur, il fait l'équivalent de toute notre flotte de pêche. On a à peu près 86 longliners aujourd'hui sur notre ZEE et donc c'est ce que capture un seineur sur une saison de pêche. Alors ces captures, je précise qu'elles se font en dehors de notre ZEE. Ils pêchent tout autour. On faisait 4 jours de pêche, je me rappelle, dans les années 1999. J'étais toujours marin. On voit 4 jours de pêche, on rentre, c'est full. Plus maintenant. Et pour toi, c'est à cause des seineurs et tous les bateaux à l'extérieur? Ouais, c'est lié à tout ça. C'est lié à l'homme, à ces pêcheries mais industrielles en dehors. En plus, il y a aussi les DCP dérivants, ces milliers de plateformes flottantes lâchées par ces mêmes seineurs pour attirer nos ressources hors de Tainui Atea. Notre océan, nos richesses naturelles sont convoitées. Hors de Tainui Atea, les pêcheurs redoublent d'ingéniosité pour puiser dans nos ressources, sans l'idée de préservation ni de protection des stocks. D'où donc le titre que j'ai choisi pour notre film ce soir, inspiré d'une croyance ancestrale de Maupiti, la voix des océans. Et cette légende semble trouver un écho dans ce vaste programme d'air marine protégée reconnu par le monde entier depuis le grand rassemblement des Nations Unies l'an dernier. Ça, c'est grâce à la marine protégée. Ça nous a donné une voix, ça nous a donné une place à la table des nations. Donc aujourd'hui, on a le droit à la parole, ce qui n'était pas le cas avant. Avec un peu de recul, je me suis rendu compte que Tainui Atea ne porte pas uniquement la voix du Polynésien à la table des décideurs. Elle porte en réalité la voix de tous les océans du monde, une voix qui remonte des profondeurs pour demander davantage de respect et de considération afin de préserver l'équilibre de notre planète Terre. Bonsoir.